Mon mari a avoué après 15 ans de mariage, j'aime ta sœur, nous sommes ensemble depuis 3 ans. J'ai discrètement passé un appel téléphonique. Quand ma sœur a ouvert la porte, elle est devenue pâle. Mon mari a avoué après 15 ans de mariage, j'aime ta sœur. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Mais j'ai tranquillement passé un coup de fil. 1 heure plus tard, ma sœur a ouvert la porte et a pâli. Bonjour, chers auditeurs. C'est Louisa, encore une fois. Je suis ravi que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'à la fin, et dites-moi de quelle ville vous écoutez. De cette façon, je peux voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Les gens disent toujours qu'on ne le voit jamais venir. Je pensais que c'était juste quelque chose que les gens se racontaient après coup, un mensonge confortable pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas agi plus tôt. Maintenant, je sais que c'est vrai, non pas parce que les signes n'étaient pas là, mais parce que, lorsqu'ils viennent des 2 personnes en qui vous avez le plus confiance au monde, votre cerveau refuse simplement de les lire correctement. Mon nom est Rachel. Rachel Haynes. Eh bien, Haynes Mercer. Après 15 ans de mariage avec Daniel, nous vivions dans une maison coloniale de 4 chambres à Naperville, Illinois. Le genre de maison que l'on voit sur les sites immobiliers à côté de mots comme « prête pour la famille » et « prête à emménager ». Nous avions un Golden Retriever nommé Biscuit, une file d'attente Netflix partagée et un rituel du dimanche matin, café et mots croisés du Tribune. Nous avions 2 enfants, Mason, 12 ans, et Lily, 9 ans. Nous avions, d'après ma compréhension du mot, une vie. Je travaillais comme responsable principal de la conformité dans une société financière de taille moyenne en centre-ville. Daniel était ingénieur en structure. Nous n'étions pas des gens extravagants. Nous n'étions pas des gens malheureux. Nous étions le genre de couple marié, banal et confortable, auquel la plupart des couples aspirent secrètement, et en discutent rarement lors des dîners, car cela ne fait pas une bonne histoire. Ma sœur Claire avait 4 ans de moins que moi, et vivait à 20 minutes de là, à Oak Park. Elle était divorcée depuis 3 ans. Son ex-mari, Greg, l'avait quittée pour une collègue, ce qui avait rendu Claire brièvement sympathique, puis, progressivement, quelqu'un qui nécessitait une grande gestion émotionnelle. Elle appelait souvent. Elle passait sans prévenir. Elle avait des opinions sur mes meubles, mon éducation, mes choix de carrière et mes coupes de cheveux. Je l'aimais de la façon dont on aime une pièce compliquée de sa propre histoire, pas toujours confortablement, mais sans question. Le premier signe que j'ai ignoré comme étant anodin est apparu 18 mois avant que tout ne s'effondre. Daniel avait commencé à aller à la salle de sport le samedi matin, ce qui était nouveau, mais pas alarmant. Ce qui était légèrement étrange, c'est qu'il se douchait là-bas au lieu de le faire à la maison. Quand je l'ai mentionné avec désinvolture, il a dit que les vestiaires avaient une meilleure pression d'eau. J'ai ri. Nous sommes passés à autre chose. Ensuite, il y a eu le téléphone. Daniel avait toujours été décontracté avec son téléphone. Il le laissait sur le comptoir de la cuisine, l'oubliait dans la voiture, le donnait à Mason pour qu'il cherche quelque chose. Environ la 2e année, cela a changé. Le téléphone l'accompagnait partout, salle de bain, garage, au lit, posé face contre table sur la table de nuit. J'ai remarqué cela comme on remarque qu'un meuble a été légèrement déplacé. Quelque chose est différent, mais on ne peut pas vraiment le nommer. Claire a commencé à être indisponible, pas de manière spectaculaire, pas tout d'un coup, mais de la petite manière accumulée qui n'est évidente qu'avec le recul. Des SMS sans réponse pendant une demi-journée alors qu'elle répondait en quelques minutes. Des plans annulés avec de minces excuses. Une nouvelle imprécision quant à la façon dont elle passait ses week-ends. J'avais supposé qu'elle sortait avec quelqu'un et ne voulait pas que cela lui porte malheur. J'avais même ressenti une petite chaleur fraternelle à cette pensée. Les 2 s'étaient toujours bien entendus. Claire venait à nos barbecues du 4 juillet. Daniel l'avait aidé à déménager un canapé une fois, l'avait conduite à l'aéroport 2 fois. Ils s'envoyaient des SMS occasionnellement, comme un conjoint et un frère ou une sœur s'envoient des SMS, un fil de discussion de groupe, un mème transféré, rien qui nécessitait un second regard. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru. Le soir où tout a changé était un mardi de mars. Les enfants étaient à un événement scolaire. J'étais rentré tôt avec un mal de tête et j'étais allongé sur le canapé, dans la semi-obscurité, quand Daniel est entré. Il ne m'a pas remarqué au début.
Il s'est tenu dans l'embrasure de la cuisine, regardant son téléphone avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage en 15 ans de mariage, quelque chose de privé, de doux, et qui n'était absolument pas à moi. Il a levé les yeux. Il m'a vu. Et quelque chose a changé dans ses yeux. Il s'est assis en face de moi, dans le fauteuil, pas à côté de moi sur le canapé où il s'asseyait habituellement. En face de moi. La géographie de la situation a été le premier signal que mon corps a compris avant mon esprit. Rachel, a-t-il dit, j'ai quelque chose à te dire. Je me souviens d'avoir pensé, avec la clarté bizarre qui arrive parfois juste avant une nouvelle catastrophique, il a été viré, ou il est malade, quelque chose de médical. Je suis amoureux de Claire. Il l'a dit doucement, comme s'il rapportait un fait plutôt que de lâcher une bombe. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je suis désolé. Je te le dis parce que je ne peux plus le cacher. La pièce n'a pas tourné. Mes mains n'ont pas tremblé. Ce qui s'est passé était plus étrange que ça. Tout est devenu très calme et très net, et j'ai entendu le réfrigérateur ronronner de la cuisine et les ongles de biscuits sur le parquet à l'étage. Et j'ai regardé le visage de mon mari, et j'ai compris avec une clarté absolue que l'homme assis en face de moi était quelqu'un que je ne connaissais pas, dans aucun sens significatif. 3 ans. 96 séances de sport le samedi matin. 3 ans de la nouvelle imprécision de Claire. 3 ans du téléphone face contre terre sur la table de nuit. 3 ans d'être la seule personne dans cette famille à ne pas être au courant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai regardé longuement et j'ai dit, très calmement, merci de me l'avoir dit. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel. L'appel que j'ai fait cette nuit-là n'était pas pour Claire. C'était pour mon amie Donna. Donna Prescott, avocate en droit de la famille depuis 14 ans, et qui, par une coïncidence qui allait bientôt ressembler davantage à la providence, avait géré le divorce brutal de sa propre sœur 4 ans auparavant. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « J'ai besoin de te parler », ai-je dit. « Pas demain, ce soir. » Elle a entendu quelque chose dans ma voix que je n'avais pas encore pleinement entendu moi-même. « Je vais faire chauffer la bouilloire », a-t-elle dit. Daniel était toujours assis dans le fauteuil quand je suis descendu avec mon manteau. Il m'a regardé avec l'expression d'un homme qui s'attend à une scène et est légèrement confus qu'elle ne se soit pas matérialisée. « Où vas-tu » ? « Dehors, ai-je dit. » J'ai conduit jusqu'à la maison de Donna à Elmhurst en pilote automatique, ce qui est dangereux et que je ne recommande pas. Ce dont je me souviens de la conduite, c'est la lueur verte des feux de circulation sur l'asphalte mouillé et la radio qui jouait quelque chose que je ne pouvais pas nommer, et la sensation particulière de ne rien ressentir et de tout ressentir simultanément. Comme si je me tenais dans une pièce où tous les murs avaient été enlevés et le vent venait de toutes les directions à la fois. La cuisine de Donna était chaleureuse. Elle m'a fait asseoir, m'a versé du thé que je n'ai pas touché, et a écouté toute l'histoire sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « D'accord, première question, avez-vous un compte joint ?» Cette question m'a plus ramené à la réalité que toute autre chose, car c'était la bonne question. Pas « comment te sens-tu », ce qui était sans réponse, mais « quelle est ton exposition », ce qui était quelque chose de concret. Nous avions un compte courant joint et un compte d'épargne joint. Nous avions un prêt immobilier à nos 2 noms. Nous avions 2 comptes de retraite détenus individuellement, et un compte de courtage joint que Daniel gérait. Je connaissais les chiffres approximatifs. J'étais responsable de la conformité. Je comprenais les instruments financiers. L'ironie amère était que j'avais fait confiance à Daniel avec notre compte d'investissement, car il avait exprimé son intérêt à le gérer, et j'avais pensé, généreusement, stupidement, que la responsabilité partagée signifiait un investissement partagé dans notre avenir. « Ne touchez pas au compte », a dit Donna. « Pas encore. Documentez tout d'abord. » Je suis resté dans sa cuisine jusqu'à presque minuit, et au moment où je suis parti, le chagrin n'avait pas diminué. Il était toujours là, énorme et en attente. Mais à côté de lui, quelque chose d'autre avait pris forme. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus froid que la colère, quelque chose qui nécessitait une feuille de calcul. Les pertes que j'ai comptées sur le chemin du retour n'étaient pas seulement financières, bien que celles-ci fussent bien réelles. 15 ans à construire une vie qui avait été, pendant au moins 3 d'entre eux, en partie fictive. 2 enfants qui allaient maintenant subir le dommage particulier d'une famille fracturée. Une relation avec ma sœur, ma seule sœur,
qui était, ce mardi soir de mars, terminé. Une image de moi-même comme une femme perspicace, intelligente, qui comprenait les gens autour d'elle, qui venait d'être complètement démantelée, et la peur. Je veux être honnête à propos de la peur, car j'ai entendu des femmes dans ma situation décrites après coup comme des guerrières ou des forces de la nature. Et ce cadrage, bien que flatteur, efface la partie où l'on est assise dans une voiture garée, dans sa propre allée, à minuit, et que l'on tremble. J'avais peur d'être seul à 41 ans. J'avais peur de ce que le divorce ferait à Mason et Lily. J'avais peur de l'inconnu financier. J'avais peur de ce que mes collègues penseraient, mes voisins, mes parents. Mes parents qui adoraient Daniel, et à qui il faudrait le dire. Mais la peur, j'avais appris de mon travail de conformité, est une information. Elle vous dit où se trouvent les vulnérabilités. Et une fois que vous savez où se trouvent les vulnérabilités, vous pouvez construire des protections autour d'elles. Je suis rentré, j'ai vérifié les enfants et je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et un bloc-notes jaune. J'ai fait 3 colonnes, actifs, risques, actions requises. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin. Au moment où je suis allé me coucher dans la chambre d'amis, la porte verrouillée, j'avais le début d'un plan. Le plan comportait plusieurs éléments. Le premier était la documentation. J'avais besoin de preuves, pas seulement de la confession de Daniel, qui était verbale et qu'il pouvait rétracter. Le deuxième était financier. Je devais comprendre exactement ce qu'il y avait dans ce compte de courtage, et si quelque chose avait été déplacé. Le troisième était juridique. Je devais engager formellement Donna, non pas en tant qu'amie, mais en tant qu'avocate, ce qui nécessitait des honoraires et une discussion sur la stratégie. Le quatrième élément, celui que je n'avais pas écrit sur le bloc-notes parce que l'écrire semblait prématuré, presque superstitieux, concernait Claire. Car Claire n'était pas seulement l'autre femme, elle était ma sœur. Elle avait partagé ma table de Thanksgiving avec mes enfants. Elle avait été dans la salle d'accouchement quand Lily était née. Elle avait connu toutes mes vulnérabilités pendant 41 ans, et avait apparemment utilisé cette connaissance pour mener une liaison de 3 ans avec mon mari, sous mon nez. Que faire de cela? Quel tribunal? Quel document légal? Quel arrangement financier aborde le poids spécifique de cette trahison particulière? Je ne savais pas encore, mais j'allais le découvrir. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants comme d'habitude. J'ai préparé le déjeuner de Mason. J'ai rappelé à Lily son projet scientifique. Daniel descendit et me regarda avec l'expression prudente d'un homme qui navigue sur un champ de mines non explosé. Je lui tendis une tasse de café, lui dis « bonjour » et montai à l'étage pour passer un deuxième appel. Cette fois, pour prendre un rendez-vous formel avec Donna, dans sa capacité professionnelle. Le plan avait commencé. Le bureau de Donna était au 14e étage d'un immeuble en verre sur West Monroe, avec une vue sur la skyline de Chicago qui me semblait, ce mercredi matin particulier, à la fois belle et entièrement indifférente à ma situation. Elle avait réservé 1 heure. Nous avons utilisé 90 minutes. L'Illinois est un État à distribution équitable, expliqua-t-elle, ce que je savais déjà en théorie, mais que je devais maintenant comprendre spécifiquement. Équitable ne signifiait pas égal. Cela signifiait juste, tel que déterminé par un juge, en tenant compte de la durée du mariage, des circonstances économiques de chaque conjoint, des contributions au patrimoine matrimonial et des besoins des enfants mineurs. 15 ans, 2 enfants et un compte de courtage commun me plaçaient dans une position relativement solide. La liaison, bien que dévastatrice émotionnellement, avait un poids juridique limité dans les procédures de divorce de l'Illinois, à moins qu'elle ne puisse être liée à une faute financière, c'est pourquoi Donna a déclaré que le compte de courtage était important. « J'ai besoin que vous tiriez 3 ans de relevé », a-t-elle dit. Tout. Ne lui demandez pas. Tirez-les directement de l'institution. Le courtier était chez Fidelity, et j'étais cotitulaire du compte. J'avais les identifiants de connexion. Nous les avions mis en place ensemble il y a des années. Je ne les avais simplement jamais utilisés, m'en remettant toujours au résumé trimestriel de Daniel, qu'il fournissait pendant le dîner avec l'assurance d'un homme qui sait que vous lui faites confiance. Cette nuit-là, après que les enfants eurent été couchés, et que Daniel se fut retiré dans ce qui était maintenant apparemment sa chambre, je me suis connecté. Le compte avait, 18 mois auparavant, un peu plus de 340 000 $, une combinaison de fonds indiciels, d'actions individuelles et de liquidités.
Je me souvenais du chiffre parce que Daniel l'avait mentionné lors d'un dîner avec des amis, avec fierté, comme preuve d'une planification à long terme responsable. Le solde actuel était de 241 000 $. Près de 100 000 $ avaient disparu. Je suis resté très immobile pendant un long moment. Puis j'ai pris des captures d'écran, méthodiques, complètes, de chaque page de chaque relevé remontant à 36 mois. Je les ai imprimées au bureau le lendemain matin sur une imprimante que j'utilisais pour les documents clients, pas l'imprimante partagée à la maison. J'ai daté et étiqueté tout. J'ai mis le dossier dans le tiroir de mon bureau au travail, derrière une chemise suspendue marquée « Mise à jour réglementaire T3 », où Daniel n'aurait jamais pensé à regarder, même s'il avait jamais pensé à regarder du tout. C'est au cours de ce processus de documentation, 4 jours de travail minutieux et silencieux, que j'ai remarqué le premier signe que Daniel devenait inquiet. Il a commencé à me prêter attention d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des années, pas une attention affectueuse, mais une attention scrutatrice. Il entrait dans une pièce et jetait un coup d'œil à ce que je faisais. Il a demandé 2 fois mon emploi du temps de travail, ce qu'il n'avait jamais trouvé intéressant auparavant. Il a suggéré, avec une décontraction étudiée, que nous devrions probablement parler davantage de la situation. Je ne lui ai rien donné. J'étais agréable, routinière, présente. Je préparais les dîners, assistais au récital de piano de Lily, répondais aux emails professionnels à la table de la cuisine. J'agissais normalement, avec la précision d'une femme qui avait passé sa carrière à identifier quand quelqu'un cachait quelque chose et qui avait finalement tourné cette compétence vers l'intérieur. Claire a appelé le jeudi. J'ai laissé le message sur le répondeur. Elle a laissé un message, prudent, légèrement trop posé, disant qu'elle avait entendu dire que les choses étaient difficiles, et qu'elle voulait que je sache qu'elle m'aimait. Je l'ai écouté une fois. Je n'ai pas rappelé. J'ai sauvegardé le message vocal. La preuve que j'attendais est arrivée un samedi. J'avais conduit les enfants à une fête d'anniversaire à Wheaton, et n'étais pas censé rentrer avant 3 heures. Sur une impulsion, ou ce qui a ressemblé à une impulsion, mais était peut-être quelque chose de plus délibéré que je ne m'étais pas avoué, je suis rentré à la maison après 45 minutes, disant à Mason et Lily que j'avais oublié quelque chose. La voiture de Daniel était dans l'allée. Il avait dit qu'il avait une visite de chantier. Je suis entré par la porte du garage, doucement, ce qui ne nécessitait aucune discrétion particulière, car l'alarme de la maison était désactivée, ce qui signifiait que quelqu'un était entré récemment ou que le code avait été partagé. Ils étaient dans la cuisine. Claire était assise sur mon comptoir de cuisine. Elle et Daniel se tenaient près, parlant à voix basse, et il y avait une familiarité dans l'espace physique entre eux, la facilité de celui-ci, la possession, qui m'a dit plus clairement que toute autre chose, à quel point et depuis combien de temps cela se passait. Ils m'ont entendu entrer. Le silence qui a suivi était un silence d'un genre spécifique, le genre qui confirme sans ambiguïté tout. Le visage de Claire a traversé plusieurs expressions en succession rapide, choc, culpabilité, puis, et cela, je les notais attentivement, les classer, et les utiliser plus tard. Calcul. Elle n'était pas seulement embarrassée, elle réfléchissait. Rachel, a-t-elle commencé? Tu devrais partir, ai-je dit. Je ne tremblais pas. J'étais, en fait, très calme, avec le calme de quelqu'un qui a déjà ressenti tout ce qu'elle avait besoin de ressentir pour cette révélation particulière, et qui est passé à la phase suivante. Elle est partie. Daniel est resté dans la cuisine, me regardant. Ce n'était pas, a-t-il commencé. Je sais ce que c'était, ai-je dit. J'ai posé mes clés sur le comptoir, suis monté à l'étage et j'ai envoyé un seul mot à Donna, confirmé. Nous avions dépassé le point de non-retour. La documentation était solide. Les irrégularités financières étaient enregistrées. La preuve physique avait été constatée par moi, dans ma propre maison. Maintenant, venait la partie où j'agissais. Donna a déposé la requête en divorce un lundi matin, 3 semaines après la confession de Daniel. J'avais signé les documents le vendredi précédent dans son bureau, avec Mason et Lily à l'école, et Daniel au travail, et la ville continuait à vivre, à l'extérieur de la fenêtre du 14e étage, avec son indifférence complète et miséricordieuse. La requête citait des différences irréconciliables. Les conseils de Donna étaient tactiques. Dans l'Illinois, la faute n'était pas requise, et l'invoqué améliorait rarement les résultats. Ce qui importait, c'était le dossier financier, la documentation des actifs et le plan parental.
Tout cela avait été préparé avec la minutie de personnes qui comprenaient que les traces écrites sont l'architecture de la justice. Daniel a été notifié à son bureau le lundi après-midi. Il m'a appelé 4 fois entre 15h et 18h. Je n'ai pas répondu. À 18h15, il est rentré à la maison, et s'est tenu dans la cuisine, la même cuisine, le même comptoir où je les avais trouvés, et son visage s'était transformé du choc en quelque chose de plus dur. « Tu aurais pu me parler ?» a-t-il dit. « Je crois que vous m'avez parlé il y a environ 6 semaines, ai-je dit. Je vous parle maintenant par les voies appropriées. Tu es allé voir un avocat sans même, Daniel, j'ai gardé ma voix calme, vous avez eu une liaison de 3 ans avec ma sœur. Il n'y a aucune version de cette conversation où je vous devais un aperçu de ma stratégie juridique. Il a quitté la maison cette nuit-là. Il est allé, et je le confirmerai plus tard par les voies, que je vais expliquer, à la maison de Claire à Oak Park. C'est alors que la première campagne a commencé. Cela a commencé avec Claire. Elle est apparue à ma porte 2 jours après le dépôt, un mercredi soir, tandis que les enfants faisaient leurs devoirs à l'étage. Elle avait clairement réfléchi à ce qu'elle allait porter et à ce qu'elle allait dire. Elle avait l'air soumise, prudente, une version étudiée du remords. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et ne l'ai pas invitée à entrer. « Je sais que tu es en colère, dit-elle. Je comprends, mais nous devons parler de ce que tu fais, Rachel. Cela va détruire la famille. Maman et papa ne sont pas une monnaie d'échange, dis-je. Je ne marchande pas. Je te demande de penser aux enfants, à ce qu'une bataille juridique publique leur fait, à Daniel et à moi. » Elle fit une pause, et un instant la composition soignée glissa légèrement, et je vis quelque chose d'impatient en dessous. Nous n'avions pas prévu que cela arrive. 3 ans, c'est long pour ne pas planifier quelque chose, dis-je. Elle partit sans obtenir ce pourquoi elle était venue. La deuxième approche fut celle de Daniel, et elle fut moins douce. 3 jours plus tard, un samedi matin, alors que je revenais d'avoir déposé les enfants chez un ami, il appela, non pas de son portable, mais d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, sa voix était très différente du ton mesuré et apologétique des semaines précédentes. « J'ai parlé à un avocat, a-t-il dit. Tu devrais savoir que le compte de courtage était géré avec ton consentement implicite. Tu n'as jamais objecté à mes décisions de gestion. Ce sera très difficile à contester. Je m'attendais à cela. » Donna s'y attendait. C'était un argument juridique légitime. Et c'était aussi l'argument d'un homme qui comprenait que j'avais vu les relevés, et qui essayait de prendre le dessus sur le récit. Cette conversation est entre nos avocats, dis-je, et je raccrochai. La troisième tentative fut celle à laquelle je ne m'étais pas attendu. Une semaine après le dépôt, j'ai reçu un courriel d'une adresse personnelle que je ne reconnaissais pas. Le message était bref. Il disait que si je poursuivais l'enquête financière, certaines informations concernant ma propre conduite professionnelle au sein de l'entreprise seraient portées à l'attention de mon employeur. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai immédiatement transféré à Donna. J'ai ensuite appelé notre directrice de la sécurité informatique au travail, une femme nommée Sandra, qui me devait une courtoisie professionnelle après que j'avais discrètement protégé son département lors d'une vérification de conformité 2 ans auparavant. Et je lui ai demandé de documenter l'origine de l'email pour une éventuelle utilisation juridique. Sandra n'a pas demandé pourquoi. La menace était vide. Mon dossier professionnel comptait 15 ans de travail méticuleux et documenté. Mais la tentative elle-même m'a appris quelque chose d'important, ils avaient peur. Les gens effrayés font des gestes maladroits, et les gestes maladroits laissent des preuves. Ils avaient, dans cet email, fait une erreur significative. Cela constitue une tentative d'intimidation, en rapport avec un litige en cours. Donna m'a dit quand je suis arrivé le lundi suivant, nous allons garder ça. Nous allons les laisser s'en inquiéter. J'ai tout géré. Et puis, parce que Donna me l'avait dit, et parce que je suis une personne qui suit parfois de bons conseils, j'ai pris 4 jours. J'ai conduit jusqu'à la maison de lac de mon amie Karen dans le Wisconsin, 2 heures au nord, et je me suis assise sur un porche, au-dessus d'une eau qui était encore à moitié gelée avec le printemps. Et je me suis laissé être triste, non pas une tristesse jouée pour un public, non pas une gestion de la douleur pour la rendre utile, juste le poids physique simple d'avoir aimé une famille pendant 15 ans et de la voir se défaire. J'ai appelé mes parents. Cette conversation fut difficile, de la manière spécifique dont les conversations sont difficiles quand on aime des gens, et qu'il faut décevoir l'image qu'ils ont de votre vie.
Ma mère a pleuré. Mon père, qui avait fait confiance à Daniel avec sa fille, est devenu très silencieux. Mais quand je suis rentré à Naperville le jeudi après-midi, j'étais prête. La tentation, quand elle est venue, n'était pas celle à laquelle je m'étais attendu. Je m'étais préparé à la colère, à ce que Daniel apparaisse à la porte en furie, à ce que Claire appelle avec des menaces. Ce à quoi je ne m'étais pas préparé, c'était la gentillesse de Daniel. Il a appelé un dimanche soir d'avril, 2 semaines après mon retour du Wisconsin, alors que j'étais assise à la table de la cuisine, révisant les devoirs de mathématiques de Lily. Sa voix, quand j'ai répondu, avait perdu le ton défensif des semaines récentes. Il semblait lui-même. Ou plutôt, il semblait la personne que j'avais cru qu'il était, pendant les 12 premières années, avant tout. J'ai réfléchi, dit-il, aux enfants, à ce que nous leur faisons. Mason n'a pas dormi. Le savais-tu? Il me l'a dit quand je les ai eus le week-end dernier. Je le savais. J'avais observé Mason avec l'attention minutieuse d'une mère qui comprend que les enfants enregistrent les dommages sismiques de manière qu'ils ne peuvent pas encore nommer. Il était plus silencieux. Oui, il avait cessé de regarder la télévision après le dîner et allait directement dans sa chambre. Je sais, dis-je. Et si nous essayions d'abord la médiation? La voix de Daniel était prudente, raisonnable, la voix d'un ingénieur en structure qui a évalué une charge défaillante et propose une solution. Pas pour sauver le mariage. Je comprends que ce n'est pas sur la table. Mais pour rendre cela plus propre, moins conflictuel pour les enfants. Avait-il tort? La médiation était-elle moins conflictuelle? En théorie, peut-être, mais ce n'était pas une situation abstraite. C'était un homme qui, 2 semaines auparavant, avait permis la transmission d'un email intimidant suggérant une inconduite professionnelle. C'était un homme qui avait dissimulé près de $100 000 de transfert d'actifs, que l'examen médico-légal de Donna était encore en train de démêler. C'était un homme qui, apparemment, faisait appel à mes instincts maternels parce que sa position juridique s'affaiblissait. Pouvez-vous me blâmer de m'être demandé, ne serait-ce qu'un instant, s'il était sincère? Je le mentionnerai à Donna, ai-je dit. Je l'ai fait. Elle l'a noté. Nous n'avons pas donné suite. La tentative de Claire fut plus oblique. Elle a envoyé des fleurs, non pas à la maison, mais à mon bureau. Des tulipes, mes préférées, ce qu'elle savait. La carte disait simplement, tu me manques. Je sais que je ne mérite pas de dire cela. J'ai regardé les fleurs un long moment. Puis je les ai mises dans la cuisine où tout le bureau pouvait les voir, et j'y ai pensé le moins possible. Je n'ai pas répondu à la carte. J'ai cependant noté la date et l'heure de livraison dans le dossier étiqueté « Mise à jour réglementaire T3 », à côté du courriel d'intimidation et des captures d'écran de Fidelity. Ce que Claire avait correctement calculé, je crois, c'est que les fleurs étaient le genre de geste qui me ferait paraître mesquine si je m'en plaignais, et m'adoucirait si je ne le faisais pas. C'était une petite forme de manipulation élégante, et je me suis retrouvé, malgré tout, à en admirer grimacement l'architecture. Mais admirer un piège et y tomber sont 2 choses différentes. Daniel et Claire ont passé ces semaines, je l'apprendrai plus tard, à m'observer, à essayer de lire mes mouvements, d'évaluer mon calendrier, d'estimer ma stratégie. Ils avaient maintenant leur propre avocat, un homme nommé Kowalski, qui avait la réputation de négocier agressivement. Cela, je le savais de Donna. La machinerie juridique était en marche des 2 côtés, et ce que mes antagonistes espéraient, je crois, c'était que le temps et la pression éroderaient ma détermination, que j'accepterais un accord, que le poids émotionnel finirait par être plus lourd que le combat. Ils avaient mal calculé la relation entre le poids et la résolution. Parfois, le poids est ce qui vous aiguise. Le soutien social est venu de 3 directions, et je veux être précise à ce sujet, car cela a eu plus d'importance que ce que j'avais anticipé. Le premier était Donna, non seulement en tant qu'avocate, mais aussi en tant qu'amie, qui appelait le mardi soir pour demander comment j'allais, non pas en tant que cliente, mais en tant que femme. La deuxième était Karen, dont la maison du lac m'avait tenu debout dans le Wisconsin, et qui était maintenant descendue à Naperville 2 fois en avril, apportant du vin et s'asseyant avec moi dans la cuisine après que les enfants aient dormi. Et me laissant dire les choses que je ne pouvais pas dire à la lumière du jour. La troisième était une femme à laquelle je ne m'attendais pas, ma collègue Janet, qui avait traversé son propre divorce 6 ans auparavant, et qui m'a prise à part un après-midi après une réunion du personnel et m'a dit doucement, j'entends des choses. Tu gères bien, et tu vas t'en sortir. Elle n'a pas développé.
Elle n'avait pas besoin de le faire. Je veux nommer quelque chose ici qui, je pense, est souvent omis des histoires comme la mienne. Les gens ordinaires qui vous maintiennent sont des figures sans drame. Ils ne font pas de discours. Ils apportent du café, posent des questions normales, et vous permettent d'être un être humain compliqué au milieu d'une situation compliquée. Et cette simplicité est une forme d'amour plus difficile à remplacer que presque tout le reste. Je n'étais pas seul. J'avais eu peur de l'être, et je ne l'étais pas. Et cette distinction était la différence entre survivre et s'effondrer. Le printemps a continué. Avril est devenu mai. Le processus juridique a avancé, avec son propre élan froid. Et Daniel et Claire, observant de leurs distances respectives, commencèrent à comprendre que je ne m'adoucirais pas. Ils devraient essayer autre chose. Ils vinrent ensemble. C'était la partie à laquelle je ne m'étais pas attendu, la coordination, le degré de planification qu'elle impliquait. C'était un samedi à la mi-mai, 3 mois après le dépôt de la demande, et les enfants étaient avec Daniel pour le week-end, conformément à l'arrangement de garde temporaire. J'étais seul à la maison pour la première fois depuis des semaines, vraiment seul, rangeant le placard du couloir avec la détermination concentrée d'une femme convertissant le chagrin en mètres carrés. La sonnette a sonné à 10 heures du matin. Les deux. Daniel sur mon porche. Claire un pas derrière lui, légèrement à sa gauche, dans la configuration des personnes qui ont répété leur entrée. Nous aimerions parler, a dit Daniel. C'est tout. Juste parler. Je les ai regardés. J'ai pensé à 6 choses en succession rapide. Puis j'ai ouvert la porte. J'expliquerai la décision. Les laisser entrer était une collecte d'informations, et je voulais entendre ce qu'ils avaient préparé. Je me suis assise dans le fauteuil, le même fauteuil où Daniel avait fait sa confession, et je les ai laissés prendre le canapé ensemble. La mise en scène physique était presque intéressante. 2 personnes qui avaient mené une liaison clandestine dans la géographie empruntée de ma vie, assises maintenant ouvertement sur mes meubles, comme si la normalité leur était accessible sur demande. Daniel a parlé le premier. Son ton était la version médiatisée, la voix de l'homme raisonnable, et il avait clairement travaillé dessus. Nous savons que cela a été dévastateur, a-t-il commencé. Nous ne sommes pas là pour minimiser cela. Nous sommes ici parce que nous sommes sincèrement inquiets pour les enfants, pour votre bien-être, pour ce qu'un long combat juridique coûtera à tout le monde, pas seulement financièrement. Il me regarda fixement. Rachel, vous allez gagner quelque chose. Tu le sais probablement. Mais à quel prix? Mason a déjà du mal à dormir. Lily a pleuré la semaine dernière en étant déposée. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas t'inquiéter, mais elle pleure à l'école. Est-ce que ça vaut le coup? Arrête, dis-je. Il s'arrêta. Utiliser mes enfants comme levier dans ton argument ne fonctionnera pas, dis-je. Je connais mes enfants. Je gère leur bien-être. Je gère également ce processus juridique. Ces 2 choses ne sont pas en conflit. Il y eut une pause. Puis Claire se pencha en avant et sa voix baissa, plus intime, la voix qu'elle utilisait quand nous étions adolescentes et qu'elle voulait emprunter quelque chose que je n'étais pas encline à prêter. Ra, dit-elle, je sais que tu es en colère contre moi. Je le mérite. Mais peux-tu mettre cela de côté une minute, juste d'un point de vue pratique? Parce que ce que Kowalski dit à Daniel, et je le sais, je ne suis pas censé le dire, mais je te le dis, c'est qu'il y a des façons dont cette affaire pourrait tourner qui ne seraient pas bonnes pour toi. La question des actifs a une autre lecture. Si l'avocat de Daniel plaide le consentement implicite et la discrétion de gestion, alors Donna plaidera le gaspillage conjugal avec un rapport d'expertise comptable, dis-je. Je sais. L'expression de Claire changea. La douceur se rétracta. Le calcul que j'avais vu sur son visage dans la cuisine des mois auparavant revint. Et il me vint à l'esprit, à ce moment-là, assise dans mon propre fauteuil dans ma propre maison un samedi matin, regardant ma seule sœur, que j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte légèrement effrayé de lui déplaire, lui faisant de la place, la gérant, non par faiblesse, mais par une idée de ce que l'amour exigeait. Il faut toujours que tu sois la plus intelligente, dit Claire, et sa voix n'était plus basse ni intime. Même maintenant, après tout, tu ne peux pas simplement laisser quelque chose être sans en faire un projet, une stratégie. Tu as eu une liaison avec mon mari, dis-je. Excuse-moi de stratéger. Daniel posa sa main sur le bras de Claire.
Elle la repoussa. Voici ce que je vais te dire, dit-elle. Et le masque avait entièrement disparu maintenant, et ce qu'il y avait en dessous n'était ni coupable ni repentant. C'était froid et direct, et je crois que c'était enfin honnête. Si tu fais traîner ça, si tu rends ça moche, je dirai aux gens des choses sur toi, des choses que tu m'as dites au fil des ans, sur tes difficultés, tes anxiétés, des choses qui, elle fit une pause, choisissant ses mots, point remettraient en question l'image que les gens ont de toi. J'ai laissé le silence s'installer pendant 3 bonnes secondes. Ce serait de la diffamation, dis-je. Donna serait très intéressée. Je me suis levé. J'aimerais que vous partiez tous les deux maintenant, dis-je. Les avocats peuvent communiquer par les voies appropriées. Ils sont partis, pas avec élégance. Daniel s'est déplacé rapidement, la tête baissée, et Claire est sortie avec la posture rigide de quelqu'un qui contient une fureur au moment précis où elle est devenue inutile. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je les ai regardés aller à la voiture de Daniel, et j'ai entendu, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre Claire dire quelque chose de tranchant et de bas, et la courte réponse de Daniel, puis la portière de la voiture, et puis le moteur. J'ai fermé la porte. Je suis resté dans le couloir un instant, ma main à plat contre la porte, et je serai honnête, j'avais peur, non pas de précisément, mais de l'immensité de ce que Claire avait sous-entendu. Elle savait des choses, de vraies choses, des choses privées, les vulnérabilités confiées d'une vie de sororité. Elle pouvait les utiliser, peut-être pas efficacement, mais assez pour causer des dégâts. La peur était réelle, et elle a tout clarifié, car la seule façon de se protéger d'une personne qui connaît vos faiblesses est de devenir quelqu'un qui n'en est plus diminué. Je suis retourné au placard. J'ai fini de le vider. J'ai envoyé un SMS à Donna à midi, ils sont venus à la maison ensemble. Claire a fait une menace implicite. Information personnelle comme levier. Je suis resté calme. Veuillez le noter. Donna a répondu, bien. Ça fait 2 maintenant. La déposition a été fixée à un mercredi de juin, dans une salle de conférence au 17e étage d'un immeuble du centre-ville, à 6 pâtés de maison du bureau de Donna. Présent, moi-même, Donna, Daniel, son avocat, Kowalski, et une sténographe judiciaire. Claire n'était pas partie aux procédures de divorce, mais elle allait devenir pertinente pour elle d'une manière que ni elle ni Daniel n'avaient anticipée. 3 semaines avant la déposition, Donna avait déposé une requête pour introduire des preuves de faute financière liées au patrimoine matrimonial. Le rapport d'expertise comptable, préparé par un expert comptable que Donna retenait régulièrement, avait reconstruit les 97 000 $ de transferts qui avaient quitté le compte de courtage joint sur une période de 28 mois. L'argent n'était pas allé à des investissements. Il n'avait pas été perdu lors de corrections du marché. Il avait été transféré, par petites sommes suffisantes pour éviter un signalement automatique, vers un compte d'épargne au seul nom de Daniel. Et de là, selon un schéma que le rapport médico-légal a présenté avec une clarté dévastatrice, à un second compte qui avait été ouvert 9 mois auparavant conjointement par Daniel et Claire Whitmore. Pensait-il que je ne trouverais pas la trace écrite? Croyait-il que, parce que je lui avais fait confiance pour la gestion du compte, je ne pouvais pas lire un relevé bancaire? Le matin de la déposition, je suis arrivé la première. Je portais un tailleur gris que j'avais acheté spécialement pour cela, non pas pour jouer un rôle, mais parce que les bons vêtements sont une forme de maîtrise de soi, et j'avais besoin de toute la maîtrise de soi que j'avais. Je me suis assise à la table de conférence avec un verre d'eau, et j'ai révisé mes notes avec le calme d'une femme qui a passé 15 ans à évaluer les risques pour gagner sa vie. Daniel est arrivé avec Kowalski. Il me regarda, puis Donna, puis le dossier devant Donna, qui était épais et onglet. J'ai vu quelque chose traverser son expression, pas tout à fait de la peur, mais son précurseur structurel, la reconnaissance. Kowalski a commencé par ce à quoi je m'attendais, l'argument du consentement implicite, la défense de la discrétion de gestion, le cadrage des transferts de compte de Daniel comme une planification financière ordinaire. Il était poli et confiant. Il avait clairement déjà traité ce type de litige. Donna le laissa finir. Puis elle ouvrit le dossier. Elle présenta le rapport d'expertise par section, la sténographe judiciaire enregistrant chaque mot. Relevé de compte, relevé de transfert, le compte joint ouvert par Daniel et Claire, les 97 000 $ de fonds tracés, les dates commençant notamment 14 mois avant la confession de Daniel. Ce qui signifiait que l'extraction financière avait commencé alors que le mariage était encore officiellement intact et non divulgué. Monsieur Mercé, dit Donna, s'adressant directement à Daniel.
Pouvez-vous expliquer le but du compte joint que vous détenez avec mademoiselle Claire Whitmore? Kowalski leva la main. Mon client, c'est une question simple, dit Donna agréablement. J'aimerais qu'elle soit enregistrée. Le sang-froid de Daniel s'était érodé depuis le deuxième onglet du dossier. À ce stade, il avait cessé de maintenir un contact visuel avec qui que ce soit. Sa mâchoire était serrée, de la manière spécifique d'une personne qui s'efforce très fort de ne rien dire tout en ayant besoin de dire quelque chose. Nous répondrons par écrit, dit Kowalski. Bien sûr, dit Donna, nous déposerons également ce rapport médico-légal comme pièce et au supplément de divulgation d'actifs. Le juge l'aura avant la fin de la semaine. C'est à ce moment-là que Daniel fit quelque chose que ni son avocat ni moi n'avions anticipé. Il se pencha en avant et dit, non pas à Donna, non pas à la greffière, mais à moi, c'est ce que tu voulais. Tu voulais une raison de tout faire exploser. Je l'ai regardé. Je m'étais préparé à beaucoup de choses, à ses arguments juridiques, aux tactiques de son avocat, à la froide mécanique du processus. Je n'avais pas préparé de réponse à cette déclaration particulière, car elle n'en nécessitait aucune. Vous m'avez donné la raison, dis-je. Je l'ai simplement utilisée. Le silence dans cette pièce était différent de tous les silences précédents de cette histoire. C'était le silence d'une procédure dont le prétexte avait été entièrement retiré. Kowalski demanda une suspension. Lui et Daniel s'éloignèrent dans le couloir. À travers la cloison vitrée, je pouvais les voir. Kowalski parlant rapidement, les gestes serrés et contrôlés, le langage corporel d'un avocat se recalibrant sous pression. Daniel se tenait les bras croisés, regardant le sol. Donna se pencha et dit doucement, « Il va négocier. » Je sais, dis-je. J'ai bu mon verre d'eau. J'ai regardé le skyline de Chicago par la fenêtre. Quelque part à Oak Park, Claire attendait un appel qui lui dirait comment cela s'était passé. J'ai pensé à elle, assise sur mon comptoir de cuisine, avec l'aisance et la possession d'une femme dans son propre espace. J'ai pensé aux fleurs livrées à mon bureau. J'ai pensé à son visage dans mon salon il y a 2 mois, le masque enfin tombé, la menace proférée avec le calme de quelqu'un qui croyait que la connaissance était le pouvoir. La connaissance était le pouvoir. C'était vrai. Mais la connaissance documentée dans une salle de conférence au 17e étage avec une sténographe judiciaire et un rapport d'expertise comptable, c'était une catégorie de pouvoir entièrement différente. Kowalski et Daniel sont revenus. Kowalski s'est assis. Nous sommes prêts à discuter d'un règlement, a-t-il dit. Les discussions de règlement dans un divorce contesté ne sont pas une seule conversation. Elles sont un processus, laborieux, méthodique, mené par des avocats, dans des échanges qui manquent de tout registre émotionnel du véritable dommage humain qui les sous-tend, ce qui est, à sa manière, exactement comme il se doit. Je ne voulais plus de mes émotions dans cette pièce. Je les avais utilisées pour en arriver là. Maintenant, je voulais la loi. Donna a ouvert notre position sans douceur. Plein d'intérêt matrimonial dans le foyer familial. Garde physique principale de Mason et Lily avec un temps parental structuré pour Daniel. Une division équitable de tous les comptes de retraite, et la restitution intégrale des 97 000 $ de fonds transférés, avec intérêt, pour cause de dilapidation du patrimoine matrimonial. Kowalski a répliqué. Il a contesté le foyer, la répartition de la garde, la caractérisation des transferts. Nous avons eu 2 séances dans la salle de conférence de Donna, sur 8 jours, fin juin. J'ai assisté aux 2. J'ai très peu parlé et tout écouté. Le rapport d'expertise était la pierre angulaire. Kowalski pouvait plaider la discrétion de gestion pour les investissements initiaux. Il ne pouvait pas plaider la discrétion de gestion pour les transferts vers un compte joint avec une femme qui menait simultanément une liaison avec son client. La trace écrite était trop nette, le calendrier trop précis, le schéma trop délibéré. Même un cadrage bienveillant ne pouvait pas tenir contre 36 mois de transferts documentés. Le matin de la 2e session, Kowalski arriva sans Daniel. Il s'assit en face de Donna et moi, et passa 45 minutes à élaborer une position révisée qui représentait, si l'on suit les chiffres depuis le début, une capitulation complète, habillée du vocabulaire de la négociation. Daniel renoncerait à ses droits sur la maison conjugale, la maison, la coloniale à 4 chambres à Naperville, l'endroit où mes enfants avaient grandi, où Mason avait mesuré sa taille sur le chambranle de la porte, et Lily avait appris à faire du vélo dans l'allée, était à moi. Les 97 000 $,
plus 8% d'intérêt calculé pour la période des transferts, devaient être payés depuis les comptes individuels de Daniel dans les 60 jours suivant le décret final. Les comptes de retraite furent partagés selon la part équitable du mariage, ce qui pour un mariage de 15 ans était favorable. La garde physique principale de Mason et Lily me revenait. Daniel aurait un temps parental les week-ends alternés et un dîner en semaine, avec un droit de premier refus formel pour un temps supplémentaire. Les deux enfants continueraient dans leurs écoles actuelles. Toutes les décisions importantes concernant l'éducation, la santé et la religion nécessiteraient un consentement mutuel, avec un mécanisme de résolution des conflits qui, concrètement, signifiait que si Daniel refusait de s'engager de bonne foi, le tribunal trancherait simplement en ma faveur. Je veux dire quelque chose à propos de cet arrangement de garde, car je pense que c'est la partie de l'accord qui importait le plus, et qui est la moins visible dans les chiffres. Daniel n'était pas un mauvais père. Il avait été un mari malhonnête et un partenaire déloyal. Mais le dossier de sa parentalité était distinct de cela, et j'avais été prudente dans chaque conversation avec Donna, dans chaque décision que je prenais, à ne pas utiliser les enfants comme instrument de punition. Ce sur quoi j'avais insisté, c'était la stabilité. Leurs écoles, leurs routines, leurs amitiés, leur sentiment que la maison dans laquelle ils rentraient était solide et permanente. La garde principale me donnait l'autorité de maintenir cette stabilité. Les week-ends alternés donnaient à Daniel un rôle authentique et structuré dans leur vie. Ce n'était pas généreux pour lui, c'était juste pour eux. J'ai signé l'accord un vendredi après-midi, début juillet, au bureau de Donna, avec la skyline visible par la fenêtre, et un stylo que Donna m'avait dit qu'elle gardait spécifiquement à cet effet. Pas pour les célébrations, dit-elle, mais pour les fins. Finition. J'aimais ça. Pas des fins. Des finitions. Il y avait une affaire supplémentaire. Le courriel d'intimidation, envoyé depuis le compte que nous avions ensuite tracé, grâce à la documentation de Sandra, vers un appareil du réseau domestique de Daniel, a été soumis au dossier de Donna comme preuve de conduite de litige de mauvaise foi. Elle ne l'a pas déposé séparément. Elle n'en avait pas besoin. La menace de son utilisation avait été implicite dans chaque session de négociation de règlement, et Kowalski le savait. Elle avait fonctionné comme le genre de levier qui fonctionne le mieux lorsqu'il n'est pas utilisé. Le matin après avoir signé, je me suis assise dans ma cuisine, et j'ai pris mon café dans une maison qui était mienne, dans un quartier que je connaissais, dans une vie qui était fracturée mais réelle. Mason dormait encore à l'étage. Lily avait passé la nuit chez une amie et serait de retour avant midi. Je ne me sentais pas exactement victorieuse. Ce n'est pas tout à fait le bon mot. Ce que je ressentais était solide, comme si un poids s'était à nouveau posé sur le sol sous moi, comme si les murs étaient à nouveau porteurs. J'ai pensé à Claire, ce que je ne m'étais pas beaucoup permis de faire pendant le processus juridique. Elle n'était pas partie au divorce. Elle n'avait aucune exposition légale dans les procédures, mais l'accord de Daniel exigeait la clôture du compte joint, le retour des fonds transférés, et implicitement, irrévocablement, la fin de tout arrangement financier qu'il avait maintenu avec elle. Quoi que Daniel lui ait promis, il ne pouvait plus se permettre de le tenir. Le règlement y avait veillé. Avais-je voulu punir Claire? Je m'étais posé cette question de nombreuses fois. La réponse honnête était oui. Et aussi, j'avais veillé à ne pas laisser la punition être le moteur de mes décisions, car la punition comme moteur pousse les gens à prendre des mesures qu'ils regrettent ensuite. Chaque choix que j'avais fait avait été juridiquement sain, documenté et défendable. Si ces choix constituaient également des conséquences pour Claire, c'était simplement l'architecture naturelle de la cause et de l'effet. J'ai aussi pensé à qui j'avais été le matin après la confession de Daniel. La femme assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune et 3 colonnes, seule dans le noir à 2 heures du matin, tremblante et méthodique à parts égales. Je n'aurais pas reconnu alors la personne assise à cette table maintenant, sereine, le regard clair, sur du terrain sous ses pieds. Cette distance entre ces deux matins était la véritable mesure de ce qui avait été gagné. Non pas la maison, non pas l'argent, non pas les termes de la garde, la distance elle-même, le fait que je l'avais franchie. J'ai fini mon café. J'ai écrit un mot à Mason pour son réveil. Je suis allé me promener. Le matin d'été était ordinaire et propre, et les voisins tondaient leur pelouse, et un arroseur fonctionnait 2 maisons plus loin, et tout était pareil et entièrement différent. Et c'était bien ainsi. L'année suivant la finalisation du divorce fut l'année où j'ai appris ce à quoi ressemble réellement la reconstruction, par opposition à ce que j'avais imaginé qu'elle ressemblerait.
Je m'attendais à ce que cela ressemble à une construction, délibérée, planifiée, une séquence d'étapes avec des progrès visibles. Ce que cela a réellement ressemblé, c'était quelque chose de plus calme et d'étrange, comme apprendre à utiliser une pièce devant laquelle on était toujours passé, comme découvrir que l'espace qui avait été occupé par le chagrin, la vigilance et la préparation juridique étaient toujours là. Et toujours le mien, et pouvait maintenant contenir d'autres choses. Je suis resté dans la maison de Naperville jusqu'à la fin de l'année scolaire, pour la continuité. En septembre, quand Mason a commencé la 7e année et Lily la 4e, j'ai pris une décision que je ruminais depuis le printemps. J'ai mis la maison en vente, non pas parce que je ne pouvais pas y vivre. Je l'avais récupérée pièce par pièce au cours des mois précédents, mais parce que j'avais regardé la maison coloniale de 4 chambres, et compris que c'était une maison construite pour une version de ma vie qui n'existait plus, et que j'étais autorisé à vouloir quelque chose qui correspondait à la vie que je menais réellement. J'ai acheté une maison de style craftsman à 3 chambres à Evanston, à 7 pâtés de maison du lac Michigan, avec un porche d'où je pouvais voir l'eau les jours clairs, et une cuisine rénovée avec le genre d'attention méticuleuse aux détails que j'appréciais davantage avec l'âge. Les enfants ont aidé à peindre la chambre de Lily, un verre qu'elle avait choisi parmi 17 échantillons, et Mason a demandé, avec la décontraction étudiée d'un garçon de 12 ans qui s'en soucie plus qu'il ne l'admettra, s'il pouvait avoir la chambre avec la plus grande fenêtre. Il le pouvait. J'ai été promu au sein de l'entreprise en novembre, directrice principale de la conformité, un rôle dont on parlait depuis 2 ans, et que j'avais tranquillement cessé de poursuivre pendant le pire de la crise, car je n'avais pas la capacité. Ma responsable, Suzanne, qui me connaissait professionnellement depuis une décennie, m'a dit lors de mon évaluation qu'elle avait observé la façon dont j'avais géré l'année écoulée, et que cela avait confirmé ce qu'elle croyait déjà de ma capacité sous pression. Je ne lui ai pas expliqué ce que l'année écoulée avait réellement impliqué. J'ai simplement dit « merci ». J'ai commencé à consulter un thérapeute en août, ce que j'aurais dû faire plus tôt, et que je mentionne ici, car l'omission de la thérapie dans les histoires comme la mienne me semble une sorte de malhonnêteté. Vous ne pouvez pas traverser ce que j'ai traversé sans coup pour vous-même, et ce coup a besoin d'un endroit pour être traité qui ne soit pas vos enfants, votre avocat ou vos amis qui ont déjà généreusement donné. La docteure Myriam Satt, le mercredi après-midi, m'a offert un espace pour être autre chose que compétente, et cet espace s'est avéré nécessaire. Je n'ai pas eu de rendez-vous pendant longtemps. J'inclus ce fait sans excuse ni explication, car c'est simplement vrai, et parce que la pression que les femmes ressentent pour démontrer leur rétablissement par de nouvelles relations amoureuses est quelque chose que je trouve à la fois compréhensible et épuisante. J'avais une vie pleine. Mes enfants s'adaptaient avec la résilience des enfants à qui on a parlé honnêtement et qu'on a aimé sans condition. Le sommeil de Mason était redevenu normal en octobre. Lily avait une meilleure amie dont elle parlait constamment. Ils voyaient leur père les week-ends désignés, et j'étais, dans tous nos échanges, civil et correct, car ils nous observaient, et parce qu'ils porteraient le modèle de ces interactions dans leur propre vie d'adulte. Maintenant, la partie que je veux raconter avec soin. Daniel et Claire ont emménagé ensemble en août, 8 mois après la finalisation du divorce. Au printemps suivant, les choses entre eux ne se passaient apparemment pas bien. Le règlement financier avait privé Daniel du coussin qu'il s'était tranquillement construit. Claire, qui avait complété ses revenus par des moyens qui n'étaient plus disponibles, était sous pression. Il y aurait eu beaucoup de disputes. L'été suivant, 2 ans après l'aveu de Daniel, ils s'étaient séparés. Je ne me suis pas senti vengé. J'ai ressenti une petite et privée tristesse, car c'étaient des personnes que j'avais jadis aimées. Mais j'ai aussi ressenti la paix particulière d'une personne qui n'avait pas causé cela. Leur malheur était la conséquence naturelle de choix qui avaient précédé ma réponse juridique de plusieurs années. J'avais simplement refusé d'absorber ces conséquences en leur nom. C'est une distinction à laquelle je pense parfois, les soirs clairs, quand je suis assise sur mon porche à Evanston, et que je peux voir l'eau, et que les enfants sont à l'intérieur, et que ma vie est calme, et mienne, et réelle. Si cette histoire a une leçon, c'est celle-ci, faites confiance à votre propre intelligence. Non pas pour prédire la trahison, on ne la voit pas toujours venir, mais pour y répondre sans se rendre dans le processus. Je n'ai pas gagné parce que j'étais impitoyable. J'ai gagné parce que j'étais prudente, que j'ai tout documenté et que j'ai refusé de laisser la peur prendre mes décisions. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous affronté d'abord, ou seriez-vous resté silencieuse et auriez-vous planifié? J'aimerais vraiment le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour en découvrir d'autres.
Merci d'avoir écouté le